Stéphane Olivia Première. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de rencontrer aujourd'hui Stéphane Askel, qui a une vie qui est pour moi la définition de la résilience. Il va nous en parler tout de suite. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très émue par ton livre, Dans les yeux d'Electra, lequel d'ailleurs on va parler tout à l'heure. Avant d'en parler, je voulais un petit peu mieux te présenter. Tu as une vie très atypique, qui a été bousculée à un moment donné, pour être aujourd'hui celui que tu es. Tu veux en parler un petit peu ? Oui, je peux en parler rapidement. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a eu gros accident d'opération chirurgicale en 2012. Ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est une hernie discale paralysante. Et c'est arrivé à un moment en même temps où j'avais décidé d'être dans une nouvelle énergie, c'est-à-dire de changer de vie. C'est d'aller vers quelque chose où moi j'avais un problème, j'avais une dépendance à l'alcool que j'ai arrêté, et des médicaments, parce que ça va souvent ensemble, pour anesthésier, on va dire, les douleurs, planquer un peu les traumas, etc. On fait ça d'une manière assez progressive, hélas. Et j'ai décidé d'arrêter, c'était un long processus, et à ce moment-là, tout a implosé. Et donc je me suis retrouvé à l'hôpital. Après, ça a été l'enfer pendant 5 ans. Dans ces 5 années de reconstruction, il y a eu déjà un travail personnel de reconstruction, parce que c'est indispensable quand on se prend violemment une maladie, quelle qu'elle soit. Ça peut être un cancer, ça peut être tellement d'autres choses. Il y a une reconstruction pour pouvoir traverser, accepter la souffrance et trouver des solutions. Enfin, une des solutions surtout est venue d'une professeure de yoga qui est arrivée dans ma vie. C'est 3 ou 4 ans après mes opérations. À un moment d'ailleurs, j'en avais plus que ras-le-bol. J'avais pensé mettre fin à mes jours, j'avais pensé à plein de choses, j'en pouvais plus. Et elle est venue, elle m'a dit, je peux t'aider. J'ai dit, le yoga, t'es gentil, mais bon, j'avais pas d'a priori sur la pratique. Hein. Souvent les gens, un peu aujourd'hui, je trouve c'est un truc pour des bobos, c'est une secte. J'avais aucune envie de faire des torsions de clown. C'est ce que je me disais. Et en fait, j'ai découvert une pratique inouïe, qui travaille sur plein de plans, des plans émotionnels, des plans physiques, des plans, j'allais dire d'autres plans, qui sont, parce que dans le yoga, il y a plusieurs corps, on appelle ça des corps subtils. Bref, et c'est ce qui m'a reconstruit à tous les niveaux. Et à la fin, donc, je lui ai fait cette promesse, j'en ai souvent parlé, de faire un film pour remercier la pratique. Et ça a été l'aventure du premier film, Breathe, qui est passé sur LCP, avec un livre publié chez Michel Lafon, Respire, beaucoup d'autres choses autour, des conférences, enfin des cadeaux inouïs. Et le film a eu, je crois, près d'1 million de téléspectateurs. Et donc on m'a proposé, une distributrice est venue, et m'a proposé d'aller plus loin. Et j'ai dit, mais avec grand plaisir, et on a fait debout. Oui. Donc je suis reparti en tournage en Israël, en Palestine, à Bali. Et donc j'ai fait avec ce film, un peu, c'était ma résilience, mais c'est aussi le témoignage de résilience d'autres personnes, parce que le yoga aide des gens qui sont aussi bien dans des prisons, dans des bidonvilles, que dans des écoles d'enfants assez traumatisés par la vie. Et je trouve qu'en France, on devrait encore pousser beaucoup plus ce genre d'initiative. Voilà un peu l'histoire condensée. Dans ton dernier livre, il y a 3 points importants, je pense, dans ta vie, qui t'ont aidé à te reconstruire, justement, parce que tu évoques la dépendance à l'alcool, qui était devenu un peu ton meilleur ami, qui t'a isolé de beaucoup de monde, qui t'a recentré. Et finalement, donc, c'est le yoga. Il y a les quelques amis qui sont restés quand même. Bien sûr. Très peu. C'est là où on fait le tri, le choix. Et Electra. Et les 3 pôles viennent un petit peu s'imbriquer les uns dans les autres, presque au même moment. Absolument. Alors, qui est Electra ? Raconte-moi cette histoire. En fait, ce qui est parce que dès le début, excuse-moi, je n'ai pas dit que tu es photojournaliste, que tu es auteur et que tu es aussi réalisateur. Et on le ressent énormément dans ce livre, parce qu'on a l'impression de voir un film. Les descriptions sont très belles. Et dès le début, tu vois cette scène, le premier paragraphe, qui est hyper prenant. Tu sens une boule au ventre, au cœur, et tu te dis, mais qui est-ce ? Qui ? Et c'est tellement humain que c'en est vraiment très touchant. Merci, écoute. Tant mieux, c'est ce que moi j'essaie de faire. De toute façon, je pense qu'on est réalisateur, qu'on est artiste, qu'on veut faire. En fait, il y a une chose que m'a appris le yoga, parce qu'on parle de ça, c'est d'utiliser l'énergie du cœur. Moi, je trouvais ça très naïf quand ma professeure de yoga me disait ça, mais c'est une énergie extrêmement puissante. On sait qu'aujourd'hui, que la résonance magnétique du cœur est 5000 fois supérieure à celle du cerveau. Et quand tu pars avec le cœur, dans l'écriture, dans la réalisation ou dans des conférences, tu rentres en vibration avec l'autre. Et ce que j'ai essayé vraiment de faire avec ce livre-là, c'est descendre dans cette vibration, c'est très important. Elle n'est pas toujours facile à tenir, parce qu'on doit être dans une espèce on doit être dans une
une vérité, j'allais dire très naturelle. Et en fait, pour reprendre l'histoire, si tu veux, il y avait ce que j'avais, c'est-à-dire un groupe de soutien, donc oui. Pour garder, rester sobre et pouvoir tenir. Donc c'est un travail. Et là-dessus, ce qui est assez fou, c'est que avant ces opérations, à peu près, j'avais 3 mois à peu près d'abstinence. La vie a fait, c'est toute une histoire que je raconte dans le livre, que j'ai été récupérer cette chienne à la SPA. Et que 3 mois plus tard, je suis emmené au bloc en urgence et que je vais récupérer Electra, cette chienne que je sors de la SPA, que plus de 6 mois plus tard. Et cette chienne m'a accompagné pendant 13 ans et ça a été un de mes principaux soutiens dans toutes ces années. Parce qu'en fait, je racontais ça l'autre jour à un ami, parce qu'on parlait justement de chiens abandonnés, de chiens, et je lui parlais de ce concept qu'on appelle les animaux indigos. Les animaux indigos, ce sont des animaux qui viennent avec une mission dans notre vie. Comme les enfants indigos. Comme les enfants indigos. Et ils vont partir une fois que la mission est remplie. C'est assez fou. Et Electra était ça, donc elle m'a accompagné dans ma souffrance, dans mon calvaire. Elle m'a permis aussi de sortir de mon introversion, c'est-à-dire j'étais très égocentré, parce qu'en plus qu'on a une reconstruction aussi puissante à faire, c'est ça tronche en permanence. Et cette chienne m'a demandé de sortir, de la sortir le matin, de m'occuper d'elle, de l'amener chez le véto quand elle était malade, de faire des concessions. Donc c'était vraiment s'occuper d'un être. Et bon, le retour est immense parce que ces animaux nous donnent un amour inconditionnel. Et moi, j'ai été scotché par ce regard. C'est pour ça que j'ai appelé ça le regard dans les yeux d'Electra, parce que c'est un regard qui va direct dans le cœur. D'ailleurs, tu en parles de deux façons. L'une, tu expliques bien que la rencontre du regard entre un homme et un animal, il y a l'ocytocine qui est très connue par toutes les femmes qui accouchent d'ailleurs. Voilà, c'est la même chose chez une mère et l'enfant. Et on dirait même qu'il y a certains scientifiques qui disent que l'animal, enfin le chien, les chiens ont comme s'ils avaient détourné cette molécule pour eux-mêmes domestiquer l'homme. Ce qui est assez fascinant. Et donc après, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire quand même, c'est incroyable comment cette chienne peut deviner mes pensées. Elle les chopait à chaque fois. Il y a un moment, je raconte cette histoire où on entrait du parc, c'était parce qu'ils adorent dès qu'il y a une flaque de boue, boum, c'est pour eux, ils sortent de là, ils sont dans et on rentre dans cet appart là dans lequel on est devant. Et la douche est de l'autre côté de l'appart. Et je lui dis, c'est pas possible, elle pue, il faut que je la foute sous la douche. Et les chiens, ils détestent ça. Alors ils vont se rouler dans la boue sous la flotte, etc. Mais alors la douche, ils détestent. Elle a traversé l'appartement, elle est allée se poster devant la douche. Et ça, c'est ça. Je me suis dit, waouh, il y a un truc qui se passe quand même. Comme une autre fois que je raconte, je suis parti un mois, j'étais parti à Bali voir justement un professeur de yoga pour faire une grosse détox de tous les médicaments dont on m'avait bombardé pendant des années. Bref, et je la laisse chez des personnes dans le sud et je les appelle le matin où j'atterris à Roissy et je leur dis comment va Electra et la personne me dit, mais en rigolant, elle me dit, mais t'as atterri à quelle heure? Je dis vers 8h30 et il me dit, ça fait un mois que t'es parti, ce matin à 8h30 à peu près, Electra est allée devant le portail et elle attend depuis ce matin. Et ça, il y a un type formidable qui s'appelle Rupert Sheldrake, un scientifique anglais, qui parle, on appelle ça des champs morphiques. Voilà, ça c'est très très intéressant. C'est comme des états vibratoires que l'on a entre les êtres, entre nous et l'animal, et on se met en connexion, parce que nous là on est dans ce qu'on appelle les ondes bêta, c'est-à-dire des ondes cérébrales, mais quand tu descends un peu en méditation ou en demi-sommeil de sieste, tu descends en onde alpha. Et eux, on voit Cody vient de passer là sous la caméra, et eux ils sont en onde alpha tout le temps. Et c'est ce moment-là où on peut, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est d'aller ensuite vers la communication animale. J'en venais là. Voilà, je te tends la perche, mais c'est ça qui m'a passionné surtout. Ouais. D'ailleurs, après, il y a un autre livre qui s'appelle Écoute. Oui, qui va englober ce domaine qui te passionne, la sonothérapie. La sonothérapie, le son, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est pour ça, c'était juste avant. C'était amusant, tu vois. C'est comme si j'avais fait mon livre sur le yoga, parce que c'était une découverte pour moi et ça m'a ouvert ce que j'appelle les champs des possibles, ce qui est une définition de la science quantique. Puis après, je me suis penché effectivement vers tout ce qui était vibration sonore. Donc j'ai été voir un maître de gong avec qui j'ai fait un stage. J'ai été voir des scientifiques qui travaillent avec les résonances pour soigner. Et tous me disent une chose, que ce soit scientifique, médecin, un néphrologue qui travaille avec des gongs et des bols, la salpêtrière, tous me disent que la médecine du futur passera par le son et la résonance magnétique. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Et donc, après, aller vers la communication animale, c'était vraiment... l'étape suivante. Ouais, l'étape suivante. Alors justement, pendant qu'Electra était très malade,
Tu as eu ta première communication animale avec elle? Ouais. Par l'intermédiaire de quelqu'un d'ailleurs? Oui, c'était pas toi en direct? Ouais. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est sur la fin de sa vie. Je la voyais décliner. Je pense que ce qui est pour tous les propriétaires, enfin tous les humains qui ont des chiens. J'aime pas le mot propriétaire parce que bon, ils nous appartiennent pas, mais on a ce lien extraordinaire. Voir décliner son animal, son double, son compagnon, c'est horrible. Parce qu'en fait, évidemment, on le sait, évidemment, ils ont une vie beaucoup plus courte que la nôtre, et donc c'est un chagrin monumental. Ma cousine aux États-Unis, Diana, qui travaille avec des animaux, m'a dit j'ai une femme qui communique. Et pareil, j'étais assez dubitatif, comme je l'ai été avec le yoga au départ. Bref, je l'ai appelée. Elle vit dans le Vermont et elle a fait une communication avec Electra qui était à côté de toi. À côté de moi. Voilà, exactement. Et elle me dit, elle aime bien toujours être assise quand tu es à ton bureau, à ta gauche, parce que c'est l'énergie, c'est ton énergie quand tu écris. C'est le moment où tu es le plus centré, elle aime être à ta gauche. Et elle a commencé à raconter des choses. Et je regardais, je me suis dit, c'est pas possible, elle la voit pas. Elle connaissait rien de ma vie. J'avais demandé à ma cousine, tu lui dis rien. Et par cette communication, elle communiquait avec Electra, elle me disait, Electra me dit de te dire ceci, cela. Et c'était merveilleux parce qu'elle a décrit une scène qui s'était passée en Bretagne, où j'avais été à une projection, où j'étais pas bien. Et Electra était, entre guillemets, venue à mon secours pour, justement, j'étais face à un public difficile, j'étais fatigué, je perdais pied, j'étais en train de bafouiller, j'étais complètement à l'ouest. Ah, vous pouvez arrêter peut-être. Clap 2. Bref, donc j'étais en Bretagne et justement, elle me décrit cette scène avec Electra et je me dis waouh! Electra m'a sorti d'une situation compliquée et cette femme, Nicole, me raconte la scène via Electra. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, ça paraît absolument dément et perché, mais quand on est là et qu'on écoute et que après j'ai fait donc cette enquête, j'ai été faire un stage en communication en images, j'en ai fait 2, j'ai rencontré des gens absolument passionnants et surtout je trouve ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui des communicateurs et communicatrices travaillent avec des vétérinaires, travaillent avec des refuges. Et au-delà de ça, moi j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré la personne qui dirige Thoiry, Paul de la Panouse. J'ai rencontré un autre homme extraordinaire qui a un refuge qui s'appelle la Dame Blanche, près d'Honfleur. Et ils ont cette communication absolument naturelle avec les animaux, parce qu'ils ont été élevés avec eux, parce qu'ils vivent avec eux. Il n'y a pas besoin de faire ce que moi j'ai dû faire, c'est-à-dire me mettre dans un état de méditatif et de connexion. Et donc moi j'ai vu ça, et j'ai vu les animaux, mais je les ai vus, il y avait un échange, cet échange invisible qui se passait. Et je me suis dit, oui, ce lien existe, à nous de le développer, parce qu'on l'a perdu avec à vivre dans les villes, enfin pour la plupart d'entre nous, dans nos tronches, et tout ça, on a oublié d'ouvrir ces champs et de se dire, ah, on a la possibilité de cette communication interespèce, avec d'autres choses évidemment que les chiens, avec les chats. Il y a une femme extraordinaire qui, elle, a eu une histoire de dingue. Elle a été abusée par sa mère, mais un truc de fou, qui l'avait enfermée dans la cave. Et ce sont des chats qui sont passés par les soupiraux et elle, maintenant, elle a créé une école, l'association Candide, où elle amène les chats à l'école, etc. Et ça, encore une fois, il y a une autre femme extraordinaire, Patricia Arnoux, qui, elle, amène les chiens, les animaux en prison. Et tout de suite, là, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui est un proviseur, un procureur, pardon, qui travaille, je crois, c'est à Arras, et ils ont amené des chiens pour aider des femmes qui ont été abusées à verbaliser ce qui s'est passé. Sinon, elles ne peuvent pas, elles sont dans un trauma tellement intense. Et à faire confiance, surtout. Et eux, ils sont là avec leurs énergies, et c'est ça la beauté. Et moi, je suis atterré, mais atterré de ce qu'on a fait aux animaux, quoi. Entre les labos, les abandons qu'on a encore eu cet été, mais ils sont tarés. Ne prenez pas d'animal, prenez pas de chien, pas de chat, enfin, soyez pas cons. C'est pas des pluches, ça m'énerve, chaque fois que je tombe dessus, parce que je me dis, les pauvres, quand je suis allé 2 fois à la SPA, donc chercher les chiens, quand je vois dans quel état ils sont, les traumas qu'ils ont. Et en fait, il y a une chose, parce que tu en parlais tout à l'heure, ce qui est insensé, c'est leur résilience quand même. C'est fou, parce qu'ils vont récupérer et redonner tout leur amour. Complètement. À leur et à humain. 100%. Et à 200%, c'est fou. D'ailleurs, ça, c'est une leçon. Je t'interromps. Oui, mais j'en ris, vas-y. Tu avais évoqué les chats tout à l'heure, et justement hier, j'interviewais quelqu'un qui me disait quelque chose que tu peux appuyer, c'est que le chat, comme le chien, a le pouvoir de nettoyer, d'absorber. Oui. En revanche, le chat arrive à se nettoyer tout seul. Et le chien absorbe, mais ne se nettoie pas. Donc il récupère les mots tu vois, de son maître, entre guillemets.
Oui, c'est assez vrai. Tu vois, par exemple, j'ai une autre anecdote. J'étais donc avec Electra, donc à l'époque, après mes opérations, pas mal de mois après, je boitais beaucoup. Et je l'ai vu boiter. Donc je l'amène chez le veto. Je lui dis, écoute, elle boite, fais quelque chose, fais des radios. Je dis, je vais te faire des radios pour te faire plaisir. Mais tu boites, elle boite. Comme on parle beaucoup de gens, et j'ai rencontré des gens qui avaient des cancers, le chien aspire, il a un cancer, et la femme est en rémission. Oui. Et c'est vrai, c'est des aspirateurs à émotion. Tu vois, il est là, que dit, il fait un chien tête en bas. Alors ça, c'est assez drôle aussi quand je pratique, quand je fais mon yoga chez moi. Je voulais voir avec toi quelques phrases qui sont tirées de ton livre. Celle-ci dans laquelle tu dis qu'en Occident, nous ne comprenons pas à quel point l'extérieur ne fait que refléter l'intérieur. J'ai appris toute mon enfance à ne surtout pas me plaindre, à être fort et surtout ne pas pleurer. Le résultat est simple, j'ai accumulé des fardeaux, puis affiché des masques jusqu'au point de rupture. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est une phrase étonnante que m'a dit un Maasai. En fait, quand je tournais debout, je suis parti au Kenya et il y a une Américaine extraordinaire qui a amené le yoga au Maasai. Et au milieu de la pampa, vraiment, je voyais ces grands Maasai faire des postures de yoga devant le Kilimandjaro. Et le soir, au coin du feu, donc ils m'expliquaient leur écologie. Et c'est vrai qu'eux, ils ont cette chose, que notre intérieur va se refléter sur notre extérieur et que justement, accepter quelque part ce qu'ils voulaient me dire, c'est accepter notre vulnérabilité est une force. Et moi, j'ai compris ça que trop tard, j'allais dire. Mais en même temps, c'était comme ça. Quand justement j'ai décidé d'arrêter, de couper avec mes dépendances, de changer de vie, etc. Parce qu'effectivement, j'ai reçu une éducation, j'allais dire, qui est pas non plus la faute de mes parents, c'est une éducation qu'on a, où il faut être fort, il faut, surtout du côté, j'allais dire, américain, parce que je suis moitié américain, où c'est une famille de militaires, donc on se plaint pas, on est fort. Qu'est-ce qui se passe? C'est quasiment mathématique, c'est qu'à un moment ça va péter, quoi. C'est vraiment l'histoire du roseau. Et donc en acceptant ses vulnérabilités, en acceptant la personne que l'on est, avec ses défauts, ses qualités, en travaillant, en avançant, il y a une espèce de souplesse qui s'installe, une souplesse, j'allais dire, de cœur, une souplesse de mental, qui nous rend beaucoup plus, comment dire, aptes à affronter les revers de la vie, les épreuves. Et justement, quand on arrive, c'est un boulot de dingue, hein, j'en suis encore loin, à avoir cette paix intérieure, elle se reflète. Oui, elle se reflète sur nous. Et surtout, elle est contagieuse. C'est surtout ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga, parce qu'en sortant d'un cours de yoga, on communique quelque part avec les autres. Et donc, on sort de là, on se sent bien, on a envie de faire du bien aux autres. C'est aussi simple. D'ailleurs, je te rassure, parce que tu dis, si tu as eu un jour du mal à montrer ta fragilité dans ce livre, je trouve que tu as énormément de courage, parce qu'il y a de l'humilité, de la sincérité. Tu te montres à nu, et j'ai trouvé c'est courageux, mais c'est énorme. J'ai eu la trouille. En fait, c'était un processus. En fait, c'était non, parce que moi, au départ, je suis pas écrivain. Mon truc, c'est vraiment la photo, la réalisation. Et c'est venu. Je ne sais pas, la vie a fait qu'un jour, tu vois, c'est un éditeur qui m'a dit « j'aimerais que tu racontes ton histoire ». Et là, il y a un travail à faire, je pense, avant d'écrire, quand on part dans cette aventure. Et en fait, c'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée à Los Angeles, qui est une femme professeure de yoga et Iyengar, qui a le sida. Et un jour, elle n'a parlé qu'elle n'avait le sida que, je crois, 10 ans après avoir eu diagnostiqué. Et elle m'a dit cette chose très forte, elle m'a dit, tu sais, j'en ai pas parlé, parce que j'avais pas envie qu'on me prenne pour un super-héros, une super-héroïne, et je voulais pas passer pour une victime. Mais le yoga nous apprend à choisir cette voie du milieu, et c'est difficile, pas dire, ah, regardez comme je suis beau et fort, j'ai traversé ça et ça, et aujourd'hui je suis là, et non plus être dans la victime que j'ai été. À une époque, je disais tout le temps, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Mais j'allais dire quelque part, j'étais dans la souffrance. Mais il y a cet équilibre, j'allais dire, cette voie médiane qu'il faut tenir, parce que je pense que le message, il peut mieux passer aux gens en disant j'ai souffert, je vous communique un peu, je vous transmets les outils qui m'ont aidé, mon expérience, les outils, et en même temps, je ne veux pas tomber dans le pathos, parce qu'en même temps, sinon, ça fait chier tout le monde, quoi, au bout d'un moment. Non, mais ce n'est pas le cas, au contraire. C'est pourquoi je pense que tu es un super exemple, un super message pour dire je m'en suis sorti, tu peux t'en sortir aussi, vous pouvez vous en sortir, il y a des moyens. Il y a des moyens. D'ailleurs, je crois que c'est un prof de yoga qui te disait également aussi que même si tu ne changes qu'une seule personne en faisant ce que tu fais, il faut le faire. Ah oui, non, mais c'est ma prof de yoga qui m'a tout enseigné, qui m'a dit un jour, puisque tu fais du yoga, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, tu pratiques tout le temps ce que je fais, et tu transmets. Mais même si ce n'est qu'à une seule personne, c'est pas grave. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, mais même si votre mission de vie, c'était juste de sauver le chat de la voisine, c'est tout, bah c'est très bien.
Et d'ailleurs, à ce propos, c'est amusant, tu vois, comme quoi aussi l'ego est drôle, parce que le film démarre, marche plutôt pas mal. Je fais ce qu'on appelle des ciné-débats. J'arrive dans des endroits, il y a 400, 500 personnes. Bon, et non. Et puis un jour, je sais ce dont tu vas parler. Et puis un jour, j'arrive, je crois que c'était au GC à la Défense. Non, mais c'est peut-être pas ce que tu. J'arrive, je me dis, ouais, c'est GC, la salle va être pleine, ça va être génial. J'arrive, le torse bombé, 2 personnes. Et là, les phrases de... Alors là, je veux dire, oups. Et les gens, même les gens étaient un peu genre, mon pauvre, gêné pour moi. Parce que la salle, elle est vraiment gigantesque à la Défense. Et là, je me dis, wow. Et là, la phrase de cette prof, ce que j'appelle mon maître de yoga, même une seule personne, ça suffit. Et donc, j'ai donné ma conférence. On a rigolé, j'ai été prendre un pot avec les 2 personnes après, qui étaient là, mon pauvre, vous voulez pas un petit whisky? Je dis non, je bois plus, tout va bien. Mais bon, c'est ça, c'est pour ça que tu parles d'humilité, et il faut garder ça un peu, parce que sinon, je vois des gens qui... ça va vite, hein. Nous, on est des êtres humains, on a nos... Il faut rester un peu, voilà, par rapport à la vie qui est beaucoup plus puissante que nous. Il y a eu le départ d'Electra, parce qu'on était quand même là pour... voilà. Ouais. On dévie, mais on a toujours les voies de traverse, mais on revient. Ouais. Après Electra, il a fallu retrouver un certain équilibre. Ouais. Heureusement, tu n'as pas flanché, tu as tenu bon. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir qu'on peut se reconstruire sans béquille, c'est-à-dire sans alcool, sans médicaments. Pour certains, c'est la drogue, etc. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle, on peut dire la dépendance quelque part, c'est la maladie des émotions. Donc j'ai une émotion qui est trop forte, il faut que je compense. Moi j'ai arrêté de fumer aussi des cigarettes depuis 8 ans. Donc tout de suite dès que j'ai... Oui, c'est ça, ouais, ça a nettoyé, je peux te dire. Mais donc du coup, c'est vrai que le déchirement de perdre Electra aurait pu. Et heureusement, j'allais dire, tous les mécanismes que j'ai mis en place depuis des années se sont naturellement réinstallés. Donc par contre, j'ai quitté mon appartement pendant 15 jours parce que je ne pouvais plus supporter de ne plus avoir sa présence. Cette phrase, ce chapitre dans lequel tu en parles. Ouais. Alors je vais l'avouer tout simplement, j'ai pleuré. Ouais. Quand je l'ai lu, j'étais tellement impliquée. Tu vois, même en parlant, je ressens l'émotion. J'en ai pleuré. Ouais. Et je me suis dit, mais comment a-t-il pu passer cette épreuve, c'est-à-dire vivre cette étape? C'était très, très émouvant. Et là, je ne suis pas le seul. En plus, il se trouve que dans cette période-là de ma vie, j'avais personne dans ma vie. Donc c'est vrai qu'elle prend toute cette place. Et tout d'un coup, plus rien. Du minute où le vétérinaire vient faire l'anesthésie, puis après la euthanasier, tu as un silence. Tu n'as plus les petites pattes sur le parquet, cette respiration le soir. Elle aimait bien se mettre au pied de mon lit le soir, un peu comme si elle gardait mes rêves. C'était assez fou. Tout d'un coup, plus rien. Et donc ça, c'est très très difficile. Et après, on se dit plus jamais, comme j'ai plein de gens à qui j'ai parlé, qui ont eu des animaux, on dit non, plus jamais, c'est trop dur. Et puis ça a fait son chemin, 1 an passe, ça commence à me manquer, je me dis bon, pourquoi pas. Puis en même temps, entre guillemets, j'allais dire, c'est naturel, tu reprends ta liberté aussi, tu n'as plus de fil à la patte, hein. Tout d'un coup tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas là, parce qu'Electra, quand elle était malade à la fin, je traversais Paris pour la sortir, elle faisait ses pipis dessus tout le temps, enfin il y avait tout le temps quelque chose, c'était vraiment compliqué. Et donc je me dis enfin, entre guillemets, libre, même si la douleur est intense. Bref, ça fait son chemin et un jour je regarde quand même des sites. Bon, moi, si je reprenais un chien, j'adoptais. Et donc, je regarde, et maintenant j'habite un peu en dehors de Paris, donc je regarde la SPA, et qu'est-ce que je vois? Cette tronche. Et alors là, ce qui est étonnant, je vois une tronche, donc un griffon Tortal. Qui est disparu d'ailleurs, il fait la star quand on parle. Il est allé voir des gens, là-bas, parce qu'on est dans la cour de là où je vis, et donc du coup là-bas, il y a une boutique, et il va toujours voir ce qui se passe, mais Electra, elle faisait pareil. Et je vois sa tronche. Et là-dessus, quand même, j'appelle une communicatrice animale à qui j'avais fait un stage, Corinne Dupérat, qui me dit, le prends pas, il est beaucoup trop vif pour toi. Et j'ai encore une santé fragile, on va dire. Enfin, c'est bien mieux, mais ça va être compliqué. Bref, j'y suis allé, j'ai vu sa tronche, je l'ai pris. Coup de cœur. Coup de cœur. Mais la première année, ça a été... oh là là. En plus, non, mais ce qui est difficile, c'est que j'avais Electra, qui était cette chienne indigo, qui était là, toi, qui était facile, que j'ai pas eu à dresser quasiment. Lui, ça a été un an Ils ont fermé la porte. Ouais, ils ont fermé la porte parce que l'autre. Bien codé. Colis, allez, viens là. Il se sent vexé. Dis donc, il y a la caméra qui est là pour toi.
Et bref, donc voilà, on a fait un an mais à un moment, vraiment, je le dis, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être très compliqué d'adopter un animal traumatisé qui sort d'un refuge ou de la SPA. Tu sais quoi, c'est comme pour le yoga, c'est comme beaucoup de choses, il faut trouver le bon dresseur. Alors j'ai d'abord eu un dresseur un peu à la dure, ça ne marchait pas. J'ai eu après des comportementalistes. Oui. C'était un peu trop soft pour lui, on a essayé. Et enfin après j'ai trouvé une personne et donc c'est vrai qu'on a dû le cadrer quoi. Parce que lui il a besoin d'être cadré et puis c'est un chien qui est curieux, qui avait envie de travailler, donc il faut que je lui donne des trucs à faire. Là, j'ai une cousine qui a un lien assez extraordinaire avec les animaux, elle m'a donné des jeux à faire avec lui. Il faut le fatiguer, il faut le... Sinon, c'est lui qui me fatigue. Toute bonne chose a une fin, donc on est obligé de clore cette rencontre. Et je voulais savoir quel était ton message, quel était ton message à transmettre par rapport à ton histoire. Puisque maintenant, tu as trouvé ta sadhana, a priori. Oui, ma sadhana, oui, absolument. Un message, c'est difficile comme ça. Il y a une chose qui me vient à l'esprit comme ça en disant « Restez curieux. Restez curieux, le cœur ouvert. » Et parce que je sais qu'on peut toucher des fonds dans la maladie. Et il ne faut pas hésiter à, j'allais dire, à demander de l'aide. Parce que mon anecdote, c'est qu'un jour, voilà, moi j'étais tellement au fond du trou, j'en pouvais plus. Et ce que j'avais jamais fait de ma vie, je me suis mis à prier et j'ai demandé de l'aide. Et elle arrive toujours, comme je le disais tout à l'heure, de là où on ne l'attend pas. Et c'est cette prof de yoga qui est arrivée dans ma vie et tout a commencé à basculer. Donc il faut avoir cette envie, ce désir intérieur. Et cette humilité. Et cette humilité et demander de l'aide. Et quelque part, ouais, je suis convaincu, de l'aide, elle vient. Donc demandez de l'aide, soyez curieux, attentifs. Parce que les messages, ils arrivent. Et c'est en ouvrant, en s'ouvrant, en restant, je veux dire, le cœur et le mental ouvert qu'on va recevoir les cadeaux. Très, très bon message. Alors, je voulais, puisque tu as parlé de communication animale, t'offrir ce livre que j'ai présenté en vidéo. Le livre « La communication animale au quotidien », qui pourra peut-être t'aider, justement, pour Cody. Ça m'intéresse. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, Olivia. Comme promis, je vous propose maintenant de regarder le teaser du très, très beau film « Debout », réalisé par Stéphane Askel. Tout a commencé par une promesse. Pour la tenir, j'ai dû apprendre à me relever, à tenir debout, à marcher. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont éclairé, chacune à leur manière. You are telling me exactly what you need. Ce sont des cours où on prend soin de chaque personne selon les problèmes dont il souffre. J'ai l'impression d'arriver au donjon des tortures. Vous aviez décidé de vous en sortir. Pourtant, le yoga, franchement, ça ne me tentait pas. Moi, ma famille, quand je leur dis que je fais du yoga, ils se foutent de ma gueule. Dès que je suis stressée, je fais une posture de yoga. Tenir debout, l'équilibre, quelques pas. Voilà mon nouveau combat. I decided to train Kenyans to be teachers. I want to start with teaching the youth and leading the youth to finding practices to keep developing their inner world. Mais la douleur est ma nouvelle compagne, alors je continue ma pratique quotidienne. Your practice demonstrates what yoga really is, something that could be transmitted to the MS population. Je comprends la puissance du yoga, son pouvoir de reconstruction sur des êtres broyés par la vie. San Quentin, l'une des prisons les plus violentes des États-Unis. Ma quête est universelle. Elle semble se jouer des barrières que les hommes érigent. I went through the emotional current of the world because sensual life is momentary, spiritual joy is permanent. Maintenant que je suis à nouveau un homme debout, je peux vous emmener à la rencontre de ces êtres exceptionnels. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous cette rencontre et puis je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.